Je suis issue d'une famille de sportifs. Un grand frère sportif, un papa sportif, une maman sportive. Et donc j'ai commencé le sport de haut niveau à l'âge de... J'ai eu signé mon premier contrat, ce qu'on appelle SHS, pour suivre le haut niveau. J'avais 11 ans et demi, premier championnat du monde à 12 ans. Je faisais du BMX, je précise un peu le petit vélo cross avec des petites roues, un peu casse-cou, tout ça. Voilà. Pas mal de podiums en championnat du monde, des nombreux titres de championne de France, beaucoup de victoires en Coupe d'Europe et championnat d'Europe. Donc voilà, un sport qui m'éclate, que je pratique avec mon grand frère qui a 4 ans plus que moi, qui m'entraîne et qui me pousse toujours plus. Le BMX s'essouffle un peu. Il est malheureusement absorbé par la Fédération française de cyclisme, donc il perd un peu son côté original. Et du coup, j'ai pas envie de suivre la mouvance du VTT qui arrive en force. Donc en tant que puriste, je décide d'arrêter le BMX et de trouver un sport qui va me rappeler un petit peu les mêmes sensations que j'ai sur le BMX, la hauteur, la vitesse, les sauts, les virages, la peur et l'adrénaline. Et donc j'essaie de m'orienter vers le snowboard parce que j'ai la chance d'habiter à Perpignan. Perpignan, c'est le petit Hollywood catalan, c'est-à-dire connaître la mer, la montagne, la campagne, le décor, absolument tout parfait. Et du coup, on a la chance d'avoir les montagnes pas loin, donc je fais du snowboard dans les Pyrénées, dans une station qui s'appelle les Indes. Moi, je retrouve vite les sensations que j'ai dans le BMX et j'ai pas peur de grand chose, on va dire, c'est peut-être ma force. Et je suis un peu casse-cou. Et du coup, je deviens championne de France. Pareil, je signe des contrats de sponsoring. Quand j'ai commencé le BMX et que je signe ce contrat sportif de haut niveau, on m'a dit il faut que tu rentres en sport-études. Donc j'habite à Perpignan, je me rappelle le petit Hollywood catalan. Maman dit bah non, elle est toute jeune, elle va pas partir à Guéret dans la Creuse, on va venir vivre l'entraîneur de BMX à la maison. Et pour la petite anecdote, donc le coach de BMX vient vivre à la maison parce qu'on s'entraînait beaucoup, donc je faisais des études. J'étais à ce moment-là au collège, au lycée, et j'avais des horaires aménagés pour pouvoir partir en compète et m'entraîner. Et je me souviens, le premier petit déjeuner que j'ai fait avec lui, donc on descend, on se retrouve au petit déjeuner, je lui dis bonjour. Et il me regarde, il me dit non. Je lui dis si, bonjour, c'est ce qu'on dit le matin. J'avais 12 ans. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, tu diras le premier est un bon, le deuxième est un con. C'était lié à la performance aussi bien sportive qu'intellectuelle, puisqu'après j'ai fait du BMX. Et après, il a fallu, quand choisir le snowboard, j'ai dû aménager mes horaires quand je suis partie à la fac, quand j'ai fait un bac plus 6, où je me libérais pareil. Je me suis épanouie beaucoup à la fac, j'ai trouvé ma voie et ça m'a beaucoup éclaté. Et c'est vrai que tout ce que je fais, j'ai l'habitude de le faire à fond. Donc quand ça va imaginer, si j'avais fait 660e à la fac, c'est plus con. Tout va bien, je continue le sport, j'ai toujours mon statut sportif de haut niveau, je monte une société de communication événementielle en parallèle. J'ai un mec, et voilà, et je lâche sur un appart, un duplex absolument canon. Donc tout va bien, je suis vraiment au top de l'épanouissement professionnel, social, amoureux aussi, donc tout va bien. Alors j'ai cet appart depuis septembre. Et j'ai voulu ce grand appart parce que je suis une personne, donc je suis une fille de divorcée. Mon papa était très ambitieux, il est arrivé en France, il parlait pas un autre français. Et il est devenu directeur d'un grand groupe de pétrole, en ayant quand même galéré, issu d'une famille très très modeste. Et du coup, il m'a montré ce modèle d'ambition. Je ne voulais pas reproduire ce que mes parents avaient fait, c'est-à-dire se séparer. Donc quand j'ai rencontré ce fameux amoureux, je lui ai dit écoute-moi, deux choses. Un, tu passeras toujours après ma maman. Et deux, je veux pas d'enfant. Est-ce que tu prends? Il m'a dit bon, je prends. C'était vraiment le top du top. Et j'avais cet appart avec lui qu'on avait choisi ensemble, on avait aménagé ensemble. Et un matin d'octobre 2002, le 21 octobre 2002, je suis encore dans mon lit, il est 8 heures, donc j'ai aménagé un bureau dans l'appartement parce que je voulais vraiment pas d'enfant et je ne voulais réussir que ma vie professionnelle. Ma société, c'était donc mon bébé et je voulais réussir de cette manière. Et du coup, j'entends une sonnerie, donc machinalement, je crois que c'est le réveil. Ce n'est pas le réveil, donc je comprends que c'est le téléphone qui sonne dans la pièce d'à côté, qui est le bureau. Et
je retire ma couette, je pose mes jambes sur le sol, je me lève, et là, boum, je tombe en fait. Et je comprends pas ce qui se passe, j'essaie de me relever, je retombe. Je me raccroche au matelas, je retombe. Et là, je me vois clouée sur le sol, je prends mes mains, mes ongles, je me griffe les jambes, et je vois que je ne sens absolument rien. Je constate que je suis sur le carrelage qui est froid, je n'ai absolument aucune sensation de la pointe des orteils jusqu'au bassin. Et là, j'appelle mon petit copain qui est à côté dans le lit, et il fait le tour, il me regarde, il me dit qu'est-ce que tu fais par terre? Et là, il voit la stupeur sur mon visage. Et il se met à genoux, il me dit ma chérie, si tu m'aimes, bouge les jambes. Et il me dit, et je lui dis j'ai voté le plus fort du monde, je ne peux absolument plus bouger mes jambes. Donc là, il va appeler mon médecin traitant, ma famille et les pompiers. On va me transférer aux urgences de l'hôpital de Perpignan. Et après 4 jours d'examen, mais terrible, terrible, où je suis isolée en chambre stérile, on ne me dit absolument pas ce que j'ai. Je me griffe les jambes, je me mets des coups de fourchette dans les jambes pour essayer de faire réagir ces jambes. Au bout de 4 jours d'examen, le 24 octobre à 19h, un médecin va débarquer dans ma chambre, va appeler ma maman, va demander à maman de sortir de la pièce. Et la porte de la pièce reste entrebâillée et je vois maman qui regarde en l'air et qui se mord les lèvres en même temps. Et après, il décide de rentrer. Et le médecin me regarde confus. Et il me regarde pas, il baisse les yeux, il sait plus. Il touchait des choses dans sa poche, il claque son bille. Bon, et il me dit j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Il me dit, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez une sclérose en plaques. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pleure parce que je ne sais pas ce que c'est. Je m'imagine que je vais être couvert de plaques, mais je ne vois pas bien le rapport avec le fait que je ne puisse pas marcher. Et la première des choses que je lui demande, c'est est-ce que je vais marcher un jour? Et là, il me répond pas. Donc je lui redemande, mais en criant, mais est-ce que je vais marcher un jour? Et là, il répond pas de suite. Et il me dit, vu que la maladie a frappé très très fort d'entrée, je ne sais pas que vous ne remarchiez jamais. Donc du coup, c'est le choc. Hein. C'est le choc, même si je ne comprends pas vraiment ce qui m'arrive, c'est le choc. Tout le monde mes amis, ma famille, tout le monde se précipite dans ma chambre. Et le lendemain, ça va être un choc encore plus important. C'est-à-dire que je suis rentrée là en tant que chef d'entreprise, femme superficielle, ambitieuse, sportive. Et là, je me retrouve un légume. C'est-à-dire que déjà, pendant les 4 jours passés à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai sonné pour qu'on m'habille, j'ai sonné pour qu'on me lave, j'ai sonné pour qu'on me fasse faire pipi. J'ai tout fait. Je suis devenue une personne totalement dépendante et assistée. Et là, le lendemain, il y a une psychologue qui arrive dans la chambre et qui arrive avec une revue et un fauteuil roulant et me dit, tenez, je vous laisse ça, passez ça à votre nouvelle vie. Voilà, ça dit psychologue. Bon, donc du coup, tout s'effondre, hein, alors toute proportion gardée. Il y a eu le 11 septembre 2001, et toute proportion gardée, ce 21 octobre 2002, j'appelle son septembre à moi parce que c'est ces deux tours jumelles qui se sont effondrées, mes 2 jambes se sont effondrées, et tout s'est effondré derrière. Ma famille s'est effondrée. Ma maman, dont j'étais très fusionnelle, a longtemps crié à l'injustice de la vie en disant mais pourquoi elle a fait des études, elle a fait du sport, elle n'a pas fumé, elle n'a pas bu, et pourquoi ça lui arrive? Donc voilà, longtemps, elle a dépensé énormément d'énergie à crier à l'injustice de la vie. Après, c'est là, je ne sais pas pourquoi je suis malade, je ne sais pas combien de temps il me reste à marcher, je ne sais rien, je vis avec une épée de Damoclès tous les jours au-dessus de la tête. Mais du coup, ça a été, donc j'ai dû quitter ce fameux appartement que j'adorais. J'ai dû arrêter ma société qui marchait très bien. J'ai tout fait pour que mon mec me quitte, pour qu'il me quitte parce que il avait connu une femme qui était épanouie sur tous les tableaux et là d'un seul coup il se retrouve avec une poupée de chiffon. Alors j'avais toujours cette image de moi comme telle une poupée de chiffon avec des cheveux en laine là, que j'avais eu en cadeau comme ça quand j'étais petite.
J'avais cette image de moi. On me lavait, et encore, on me lavait quand maman venait. Mais sinon, on me mettait comme une civière qu'on utilise pour descendre les blessés sur la piste. Et on me lavait au G à l'hôpital. Je suis restée 5 mois à l'hôpital. 5 semaines. J'ai vu ce centre de rééducation comme la chance de ma vie, de pouvoir retrouver justement cette autonomie. Un peu d'autonomie. Ça a été encore plus compliqué parce qu'on ne me faisait absolument pas marcher. On me faisait me mouvoir à la force de mes bras, entre deux barres parallèles. On me mettait dans un bassin ou dans une baignoire de balnéo. Je faisais mes bagages tous les jours pour pouvoir quitter. J'ai eu des essuie-glaces parce que tous les soirs, on te donne des petits cachets pour laisser le personnel soignant un petit peu se reposer. Moi, je les collais dans ma joue, j'attendais qu'ils sèchent et je les ressortais. Et après, un jour, j'en avais 10 dans la main, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Soit je les gobe et je laisse la place à tout le monde. Mon mec, il retrouvera une nana, ma maman pleurera, mais elle sera soulagée de tous les efforts qu'elle fait. Et puis finalement, j'ai ouvert la vitre. J'ai entrouvert parce qu'il faut savoir que quand on est dans les étages en centre de rééducation, pour éviter les suicides et qu'on jette par la fenêtre, on peut juste entrouvrir les fenêtres. Donc j'ai entrouvert et là, j'ai tout jeté par la fenêtre. Et j'ai demandé le lendemain à vraiment quitter pour être transférée dans un autre centre de rééducation. Et bon, ça a été 3 ans comme ça. Et puis, c'est surtout qu'en août 2005, d'un seul coup, pareil, je ne marchais plus, je n'arrivais presque plus à déglutir, je ne bougeais pas bien mes membres supérieurs et je voyais très mal. Et donc, je suis retournée dans cet hôpital et à l'issue de l'hôpital, le protocole veut qu'on nous envoie à nouveau en centre de rééducation. Et j'ai eu vent qu'il y avait un fabuleux kiné à Perpignan qui avait sauvé pas mal de joueurs de rugby du club de Perpignan. Et j'ai demandé à ce qu'il me reçoive. Il m'a reçu une semaine après. Et il m'a dit, il m'a vu arriver dans ce fauteuil, et il m'a dit, en décembre, je vous fais marcher. Décembre 2005, on était le 12 août 2005, et on me dit en décembre 2005 pour marcher. Et après, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a fait vous dire que, parce qu'on est toujours proche, j'ai eu encore ce matin au téléphone, je lui dis, qu'est-ce qui vous a fait dire que j'allais pour marcher? Il me dit, votre caractère de merde. Ah, j'ai dit, bon, pour une fois, des fois, ça se fait. Et effectivement, ça a été. J'ai jamais voulu, ça a été très très dur. J'ai eu vraiment des gros downs, parce que c'était pas du tout les plans les plans de projet de ma maman pour sa fille, ni pour moi mes plans de carrière, suite à tout ce que j'avais vécu. Je me suis plongée dans l'écriture. Comme je disais, je pouvais plus avoir un sport physique, donc j'avais un sport psychologique qui était l'écriture. Mais le sport m'avait beaucoup appris. J'ai eu des moments durs dans le sport, j'ai beaucoup pleuré parce que les entraînements étaient durs, mais tout ce qu'on en parlait tout à l'heure, tous ces sacrifices, tous ces heures d'entraînement sont devenus des ressources. Et là, j'ai appris à épuiser dans les ressources. J'étais profond. Et c'est justement, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est quand on est au plus profond que justement, il y a quelque chose de dur sur lequel on peut s'appuyer pour monter à la surface. À septembre, finalement, la maladie m'a énormément changé. De la femme superficielle, ultra ambitieuse que j'étais, je suis devenue beaucoup plus humaine. J'ai décidé d'avoir un bébé, en assurant bien que la maladie n'était absolument pas héréditaire et génétique. Et donc j'ai donné naissance à cette petite fille qui vient fêter ses 12 ans le 3 septembre dernier. Donc ça a été plein de choses, mais la grossesse n'a pas été simple. Mais c'est vrai que je recommençais. Alors moi qui étais, alors juste pour la petite anecdote, parce que je sais qu'on est pris un petit peu dans le timing, mais quand j'ai recommencé à marcher, je voulais avant ce 21 octobre, parce que je dis toujours il y a un avant le 21 octobre 2002 et un après le 21 octobre 2002. Il y a une renaissance avec cette maladie, avec ce handicap, parce que j'ai vraiment basculé. Je suis handicapée à 80%, bon, là, ça ne se voit pas forcément, mais il y a une incidence qui est quand même importante. La sclérose en plaques, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout en fait, le corps est guidé par ce qu'on appelle la myéline, ce qui entoure le système nerveux, donc la moelle épinière et le nerf optique. Donc tout le corps humain est innervé. Et là, dans le cas de la sclérose en plaques, ce système nerveux se détruit. Donc il y a des moments où on arrive à marcher, d'autres moments où on n'arrive pas, on récupère, et jusqu'au jour où ça ne marche plus du tout. En 2008, je vis certainement la plus grosse épreuve de ma vie, puisque je perds ma maman, qui est le pilier fondamental de ma vie, et
qui m'a soutenue quand je fais du sport, qui m'a soutenue dans mes études, qui m'a soutenue dans la maladie. Et là, je suis dans un tel état, donc on pense tous que ça va encore plus me clouer et que ça va remettre une poussée dans la tête. Et au final, après quelques mois de poser prime, puisque j'arrive à faire 36 kilos, je me dis que dans cette mort-là, je vais puiser de l'énergie et que maman, elle n'est pas au cimetière, mais elle est partout. Et du coup, je vais me servir de ce qu'elle m'a laissé, de ce qu'elle m'a laissé un héritage, de mes ressources. L'héritage financier, mais ça s'en fiche, bien que plus tard ça va me servir. Mais surtout dans les valeurs dans l'éducation, dans l'amour qu'elle m'a donné. Et je me dis, mais maman n'est plus là, alors que j'ai toujours été tellement fusionnelle de maman que je voulais jamais partir en vacances. Je voulais toujours être proche d'elle. C'est pour ça que j'avais dit à mon mec, tu passeras toujours après maman. Quand on allait au resto avec mon mec, il fallait que maman soit là. Donc voilà, il y avait plein de choses, mais quand j'ai perdu maman, ça a été un vide existentiel terrible. Et puis j'ai voulu quitter le sud et me dire, mais de quoi tu rêves dans la vie, avec cet handicap, avec ton enfant, avec ton mec? Je rêvais de devenir journaliste et d'aller partir vivre à Paris. Et je suis partie vivre à Paris. Et étant une personne handicapée, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais arrêter de dire pourquoi je suis handicapée. Et je vais dire en un mot, et je vais dire pourquoi. Et je vais décider que c'est la chance de ma vie. Donc la chance, une opportunité, parce que je vais arrêter de m'abattre et je vais me battre. Et je vais écrire un mail hyper audacieux à DJ Kyo, qui est le président du groupe Lagardère, donc qui a télé 7 jours, Europe 1, le big boss un peu français des médias. Et j'envoie un mail parce que j'avais lu un article disant qu'il était une entreprise accueillante. Je regarde son quota de personnes handicapées dans son entreprise. Il faut aller les zéros, il était à 0,6. Donc du coup, je sors là-dessus, j'obtiens son mail et je lui dis, écoutez, vous prétendez être une entreprise accueillante, vous êtes à 0,6, il faut absolument que vous me rencontriez. Il y avait 5 lignes. Le lendemain, il me rappelle, il me dit, ok, qu'est-ce que vous me voulez? Je dis, je veux devenir chroniqueuse sur Europe 1. Il me dit, vous avez déjà fait la radio? Je dis non. Et une petite radio de province? Non. Une petite radio sur le net, peut-être? Non plus. Je dis, mais j'apprends très vite. Et donc, je vais me retrouver, sur la fin un peu courte, je vais me retrouver finalement à passer des à maquette et à devenir chroniqueuse sur Europe 1. Pas à 4h du matin, hein, quand personne m'écoute, de 15h à 16h30 avec Laurent Cabrol en quotidienne, à parler des gens qui ont des parcours extraordinaires. Donc voilà. Et puis je vais faire la même chose un an après avec le Figaro Sport, tout en sachant que dans cette période-là, j'ai fait absolument le deuil du sport. Mon énergie, elle va passer juste à reconstruire ma vie sociétale, ma vie sociale et ma vie professionnelle. Saturé sans LinkedIn, sans Twitter, sans compte, sans Facebook. Et donc du coup, il me dit, oh là là, il me dit c'est du harcèlement. Je dis non, c'est de la persévérance. Hashtag persévérance. Et du coup, il va me répondre, il va me dire, voilà, allez, venez. Je dis, écoutez, il y a les Jeux de Londres. Les Jeux de Londres, c'est à 1h de Paris. Vous allez parler des Jeux Olympiques et vous n'allez pas parler des Jeux Paralympiques. Honte, shame on you. Voilà, il me dit, vous proposez quoi? Je vais regarder. Il me dit, ok, laissez-moi une semaine, j'aurai le dossier qui passe sur la file du bas. Je fais, oh mince. Et puis finalement, la semaine, elle a duré un jour, il m'a rappelé le lendemain. Et il me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et je dis, commencez par la mauvaise. Il me dit, non, la mauvaise, elle dépend de la bonne. Je sais pas, ce que vous voulez. Allez. Il me dit, on vous embauche. Vous allez couvrir les Jeux Paralympiques de Londres. Et il me dit, par contre, ça c'est pour le Figaro Sport et Sport 24. Et il me dit, mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez rester à Paris. Je lui dis, non, c'est pas possible. Les Jeux, ça se vit, c'est à Londres. Et non, je vais épuiser dans les économies que m'a laissé maman. À 2 semaines du début des Jeux Paralympiques, je vais trouver un hôtel, c'est plus un hôtel, hein, c'est la dernière suite. Je vais mettre tout mon héritage. Non, je rigole, mais à quelque chose près, donc je vais croire en moi. Je vais dire, maman, aurait été fière de ce que je fais. Et je vais partir avec ma petite canne, parce qu'à ce moment-là, je suis soit en béquille, soit en canne, en fonction de mon état de santé, de ma fatigue. Je vais partir et je vais être toute seule à couvrir la délégation des 144 athlètes français engagés à Londres. Et je vais courir dans Londres pendant 3 semaines. Et c'est génial. Et donc, ça me vaut de passer du digital au print. Donc, je vais avoir des articles depuis Londres
en quotidienne sur Le Figaro. Et quand je reviens, il me dit, ben voilà, ça a été tellement bien, ça a été même plus lu que des articles sur des sports dits femmes. Et il me dit, on vous embauche, on vous nomme rédactrice en chef de la zone du Figaro Sport. Donc je suis toujours chroniqueuse sur Europe 1 et je deviens journaliste pour le Figaro Sport et Sport 24. Je présente des capsules télé sur la chaîne Sport 24. Il y a quand même un petit truc que je me remets un peu au sport. Moi qui ai passé 11 ans de ma vie sur un vélo, ma fille me réapprend à faire du vélo parce que je n'ai pas d'équilibre. J'ai dû tout réapprendre, j'ai réappris à bouger mes pieds, j'ai tout réappris. Et donc voilà. Et là, on arrive en 2013 et je suis invitée à un événement qui s'appelle les Micros d'Or. Je suis invitée au Micros d'Or pour me féliciter de ce que j'ai fait sur la médiatisation du handisport et du sport paralympique. Et là, je me retrouve à la montagne. Quand j'ai fait le deuil de la montagne, j'ai fait une croix sur la montagne, et je me retrouve à la montagne et je me dis, mais c'est incroyable, j'ai fait plus de snowboard, qu'est-ce que je vais faire à part la potiche à la terrasse de café, mais j'ai pas envie de ça, je vais essayer de faire du snowboard. Et là, c'est dur parce que j'ai peur en fait, je vais être confrontée à ce sport qui m'a passionnée, qui m'a fait vibrer. Et là, je reprends le snowboard, je chose, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, j'ai des bleus. Bon, et là, je rencontre une personne qui a Patrice Marathon qui va partir 3 mois après aux Jeux Paralympiques de Londres. Et il me dit, et je le vois, il est amputé, il a eu un accident de voiture, et je lui dis, vous savez, vous avez un handicap visible, moi j'ai un handicap qui ne se voit pas forcément, j'ai un handicap qui me dit, ah mais c'est cool. Je me suis dit, comment ça c'est cool? Il me dit, mais ouais, c'est bien, mais on recrute dans la fédé et tout. Je dis, bon, bah cool, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ouais. Et donc, du coup, et on va faire du snowboard pendant 3 jours ensemble. Il va m'aider à me relever, il va m'aider à progresser, il va m'aider à accepter celle que je ne suis plus, c'est-à-dire, je ne suis plus celle qui faisait du snowboard avant le 21 octobre 2002. Et du coup, ce petit malin, il a une petite caméra sur son casque, et il va la montrer quand il va revenir, il va la montrer au entraîneur-chef de l'équipe de France de snowboard handisport. Et moi, quand je vais rentrer à Paris une semaine après, je vais avoir un coup de téléphone. Et le coach de l'équipe de France va me dire, ah mais c'est cool, vous faites du snowboard avec un handicap, moi je vous recrute. Et il me dit, entraînez-vous pendant 1 mois et je vous fais partir en Coupe du Monde dans 1 mois. Ok. Et je me suis retrouvée jour pour jour, le 14 janvier, à pleurer. Les larmes de mon corps sur le siège à Copper Mountain en Colorado, parce que je pense à ma maman et je me dis, mais maman, elle n'aura jamais su que j'ai repris le sport. Et je me suis retrouvée dans cette Coupe du Monde et je vais décrocher à 4e place. Et là, le directeur sportif vient me voir et me dit, écoute, avec ça, tu pourrais même faire les Jeux sur notre tenue une wildcard. Les Jeux paralympiques qui auront lieu 2 mois. 14 décembre, retour sur la neige. 14 janvier, Copper Mountain en Colorado, cette première Coupe du Monde. 14 mars, je me retrouve au départ du jeu. À votre avis, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Et je lâche prise, parce que je me dis, ça fait 4 ans que les filles se préparent à ça. Moi, ça fait 3 mois qu'on a mis la pression. Et du coup, si jamais je fais quelque chose de très bien, je voulais faire quelque chose. Et on me dit, la hiérarchie du snowboard, elle est intouchable, les 3 premières, dans le pire des cas, tu feras 4, comme tu as fait à Copper Mountain. Et puis non, qu'est-ce que je fais? Je vais décrocher une médaille d'argent aux Jeux Paralympiques. Donc je vais faire, on fait 3 passages, je vais faire deuxième. Donc il n'y a pas de vol, il n'y a personne qui est tombé, je fais bien 2-2-2. Et je suis en retrouve sur le podium des Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que je fais? Je pleure, je monte ma médaille au ciel pour la montrer à ma maman. Et ma vie bascule après ça avec cette première médaille que je vous ai amenée. Et donc à suivre après une carrière une vraie carrière sportive. Je vais confirmer derrière en devenant championne du monde de snowboard. Et puis, ce qu'on appelle le classement mondial dans notre discipline, c'est le globe de cristal. Donc, depuis en 4 saisons, je prends 8 globes de cristal. Et il y a eu plein de chambres l'année dernière où je fais 7 médailles d'argent. Et là, je viens de regagner un titre, j'ai mis aussi la médaille d'or, le titre de championne du monde cette année. Et je prépare les prochains jeux, c'est la médaille d'or des mondiaux. Et je prépare les prochains jeux qui auront lieu à Pékin en 2022. Où j'espère ramener une médaille paralympique dorée, parce que l'argent vient c'est que la vie elle est faite de haut et de bas, parce que si elle était en ligne droite, ça voudrait dire que vous seriez mort.